Bonjour à tous, il est 10 h du matin, nous sommes à Oakland, 8e ville de Californie. Et nous sommes ensemble pour une demi-heure à peu près pour évoquer ce qui s'est déroulé hier durant le Super Tuesday. La dernière fois qu'on a fait un live Facebook, c'était depuis le quartier général de Bernie Sanders à Oakland, donc la même ville. Et je vous avais fait une fausse promesse en disant rendez-vous même lieu, même heure dans 2 jours. En fait, c'est la même heure. On est bien dans 2 jours, mais c'est pas le même lieu parce que la permanence de Bernie Sanders est fermée aujourd'hui après la victoire hier de Sanders en Californie. Voilà, donc nous sommes ici sur le front de mer, enfin, ça s'appelle le waterfront en fait, c'est les anciens quais, les anciens docks qui ont été rénovés. Et derrière moi, il y a la statue de Jack London, qui est l'enfant du pays, donc qui est un écrivain évidemment que vous connaissez tous, dont vous avez tous lu au moins un livre et dont vous pouvez voir quelques films actuellement à la télévision, non au cinéma, pardon, sur le grand écran, Martin Eden et L'Appel de la forêt. Voilà, et Jack London donc est passé par Oakland, il n'est pas né ici, mais il est passé par Oakland. Il a vécu de belles années, il était membre du parti socialiste local ici à Oakland. Il a même été arrêté lors de manifestations, voilà. Et donc on va c'est sous un peu son regard qu'on va évoquer ce qui s'est déroulé hier pendant le Super Tuesday. Regard d'un socialiste sur un autre socialiste, donc Bernie Sanders, qui avait fondé de grandes espérances hier sur le Super Tuesday. On va voir un peu donc ce qui s'est déroulé. On va se poser ici, on va rester un peu comme ça avec Jack London derrière nous. Voilà, donc le Super Tuesday, je rappelle, c'était 14 États qui ont voté, des dizaines de millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes. Le résultat est le suivant. Comment dire les choses ? Le plus simplement du monde. La contre-attaque des élites centristes a marqué des points. C'est une évidence. Joe Biden peut être considéré comme le vainqueur de ce Super Tuesday. La stratégie de Bernie Sanders, qui avait beaucoup misé sur ce premier super mardi des primaires, a été mise en échec, mais il n'est pas échec et mat. Il a encore une possibilité de devenir le nominé, mais ça va être un peu compliqué pour lui. Alors on va peut-être commencer par cette contre-attaque de l'establishment que personne n'a vu vraiment venir, et pas même les conseillers de Bernie Sanders. Hein. L'un d'eux dit dans un papier que je publie demain matin dans l'Humanité, donc je vous rappelle que vous pouvez lire l'Humanité et même vous abonner à l'Humanité en numérique. Hein, pour un mois seulement, je crois qu'il y a une offre à 1 € pour un mois. Vous pouvez aussi l'acheter en kiosque d'ailleurs. Bien. Et donc ce conseiller dit on ne pensait à aucun moment on a pu penser que les trois allaient se retirer. Les trois, c'est Pete Buttigieg, c'est Amy Klobuchar et c'est Tom Steyer, le milliardaire, qui avait fondé beaucoup d'espoir sur la Caroline du Sud. Ils se sont retirés. Ils ont fait un meeting commun lundi soir à Dallas, le Texas. Donc évidemment, ils visaient le Texas, hein, c'était bien vu. Avec en plus le soutien d'un ancien candidat à la présidentielle, Beto O'Rourke, qui avait également été candidat à la sénatoriale contre Ted Cruz, le républicain évangélique, il y a quelques années, et qui avait mobilisé une partie de la jeunesse. On considérait un peu que c'était une sorte de rockstar progressiste, Beto O'Rourke, et il a apporté son soutien à Joe Biden lors d'un meeting donc lundi à Dallas, et donc ça a bien fonctionné. En fait, dans les urnes, ça a très bien fonctionné. Et là où les sondages, les enquêtes d'opinion disaient qu'une partie des électeurs de Klobuchar et de Buttigieg pouvaient se reporter un peu sur Sanders, voire sur Elizabeth Warren, en fait, ils sont tous allés très majoritairement sur Joe Biden. Donc Joe Biden a remporté tous les États du Sud. C'était prévu hein, depuis la Caroline du Sud, on sait qu'il est très très fort parmi l'électorat africain-américain. Donc il a remporté la Virginie, la Caroline du Nord, l'Arkansas, l'Oklahoma, l'Alabama, sans surprise évidemment. Beaucoup plus surprenant, il a remporté le Minnesota, donc qui est l'état d'Amy Klobuchar. Et là clairement le retrait d'Amy Klobuchar lui a permis d'être devant et a empêché la victoire de Sanders qui était donné vainqueur. Il a également remporté le Massachusetts, l'état d'Elizabeth Warren, qui n'arrive que 3e. Donc le vote des progressistes est divisé en 2, permettant à Joe Biden d'arriver devant. Et il a remporté le Texas. Voilà, à mon avis, sa grande victoire, c'est le Texas. Bernie Sanders
voulait et devait sûrement impérativement remporter le Texas pour arriver en tête des délégués. Parce que je rappelle que ce qui compte, évidemment, c'est la victoire dans chaque État, mais c'est la répartition du nombre de délégués, et que pour avoir des délégués, un candidat doit dépasser la barre des 15%. Donc, par exemple, Elizabeth Warren a très peu dépassé la barre des 15%, Michael Bloomberg non plus, d'ailleurs, et ce qui l'a amené à son retrait ce matin, mais on va en reparler. On peut déjà en reparler tout de suite, d'ailleurs. La coalition des candidats centristes se poursuit. Donc, ce matin, Michael Bloomberg a annoncé qu'il se retirait, il appelait à voter pour Joe Biden. Donc, l'unité du camp centriste derrière ce candidat est maintenant effectuelle et parfaite. Et d'une certaine façon, si on compare un peu avec la primaire de 2016, il y a beaucoup d'articles qui s'écrivent aux États-Unis sur cette primaire, la correspondance, les analogies entre 2016 et 2020, républicain 2016, démocrate 2020. L'establishment démocrate, c'est beaucoup plus rapidement adapté à la situation que l'establishment républicain, qui a trop tardé à faire face à Trump. Alors on dit c'est la presse qui dit, hein, moi je crois, souvent la presse, pas toujours, mais enfin, en tout cas, que Nancy Pelosi et Barack Obama ont joué un rôle en coulisses. Ils n'ont appelé à voter pour personne officiellement, mais Nancy Pelosi aurait appelé Amy Klobuchar et Barack Obama aurait appelé Pete Buttigieg pour qu'il se retire, donc ce qui a été fait. Donc la dynamique créée est absolument indéniable. On verra en nombre de délégués, c'est encore tôt pour dire en nombre de délégués où on en est. Bernie Sanders voulait être devant assez largement pour prendre la pole position. On verra, parce que la Californie, alors voilà, Bernie Sanders, donc sa stratégie a été mise en échec, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il a quand même remporté la Californie assez largement, sûrement avec une dizaine de points d'avance. Alors la Californie, c'est très long, ça a été très chaotique hier. Il y a eu des files d'attente pendant jusque 2 à 3 heures du matin. Alors les bureaux fermaient à 20 heures et les derniers à voter ont voté à 2 heures ou 3 heures du matin, notamment sur les campus universitaires. Et ça va être très très long à dépouiller. Donc on sait que Bernie Sanders a gagné la primaire. On sait qu'il a gagné une dizaine de points devant Bloomberg et Biden à peu près. On ne connaît pas encore la répartition des délégués. C'est ça qui compte, parce qu'il y a 415 délégués pour la Californie. Et selon que Sanders en gagne 30 ou 40 de plus ou de moins, ça peut le mettre ou à égalité à Biden ou même un peu devant. Donc il faut encore attendre ce décompte. Et tout compte fait, mais ça sera encore peut-être comme dans quelques semaines. Souvenez-vous qu'en novembre 2016, alors je vais me tourner un peu pour changer de perspective, voilà, et en même temps pour reposer un peu mon bras qui porte cette caméra. En 2016, il avait fallu attendre plusieurs semaines avant de voir que Donald Trump avait été battu en nombre de voix au vote populaire. Et le matin, ce qui dominait le matin du 6 novembre, c'était une majorité d'Américains à voter pour lui. En fait, non. Donc on va voir précisément, ça va prendre quelques semaines. En tout cas, quoi qu'il arrive, même si en termes de délégués, Bernie Sanders se débrouille pas trop mal, clairement, la dynamique, le momentum, on appelle ça ici, est en faveur de Joe Biden. D'autant si Elizabeth Warren reste dans la course. Ça, on va le voir en toute fin, le dernier point. Alors, qu'est-ce qui s'est joué au sein de l'électorat démocrate ? En fait, il y a 2 blocs. Il y a un bloc qui veut élire, dans les sondages sortis des urnes, on le voit régulièrement, qui veut élire celui qui est le mieux à même de battre Donald Trump, c'est ce qu'ils disent. Et un autre qui veut voter pour un programme et des solutions précises, et en général progressiste et très à gauche. Donc c'est un peu des votes de conviction, vote utile. Sans surprise, ceux qui veulent, pas sans surprise, mais on va voir, peut-être ça peut être surprenant, ceux qui disent vouloir battre Donald Trump comme première priorité ont plutôt voté Biden, et ceux qui sont plutôt sur un vote de conviction ont voté Bernie Sanders. Et pour 60% des électeurs américains, la question de l'éligibilité, c'est le point principal. Voilà. Donc on comprend que Biden soit devant. Ceci dit, ce que j'arrive mal à comprendre, c'est que les sondages depuis un mois et demi donnent Bernie Sanders vainqueur face à Trump. On va voir aussi que les problèmes, les limites des uns et des autres face à Trump, pour se projeter un peu.
à la fois au plan national, ce qui ne veut pas forcément dire en demeurant, mais aussi État par État, et les États de bascule. Donc, en Michigan, en Pennsylvanie, dans Wisconsin, Bernie Sanders est donné devant Trump. Donc la question du fait que Sanders puisse battre Trump, elle est moins prégnante maintenant qu'il y a quelques mois. Mais quand même, l'électorat continue avec beaucoup de doutes. L'électorat sur Biden, on va revenir aussi, continue à penser que Biden est le mieux placé. D'une certaine façon, je pense qu'il le pense moins parce que les sondages disent, parce que les sondages donnent la même chose pour l'un et pour l'autre, que d'abord mu par une espèce de grande peur, premier point, et deuxièmement par une sorte d'effet de direction donnée par les élites. Et c'est vrai que quand vous avez les grands élus, les présidents de la Chambre, alors elle n'a pas pris position officiellement, mais bon, on a compris un certain nombre de choses. Enfin, en tout cas, les grands élus État par État, les grandes voix à la télévision, les stratèges, les commentateurs. Au passage, l'un des commentateurs historiques de MSNBC, qui est considéré comme la chaîne plutôt libérale, donc plutôt à gauche, Chris Matthews, a été viré, enfin il est parti mais il a été viré, notamment parce qu'il avait comparé la victoire de Sanders dans le Nevada à la capitulation de la France en mai 40 face à l'Allemagne nazie, ce qui était une finesse analytique hors du commun, surtout concernant Bernie Sanders, dont une partie de la famille a disparu dans les camps d'extermination. Donc il y a un côté prescriptif, voilà, c'est le mot que je cherchais, des élites qui disent bah, vous voyez, c'est Biden, ouais, Sanders c'est trop dangereux. Voilà. Alors en plus, Sanders a commis un impair stratégique, c'est sur Cuba. C'est-à-dire que Sanders a fait du Sanders. On lui a posé une question, il a répondu, il a dit ce qu'il pensait. Il fait toujours ça. C'est sa qualité. C'est pour ça qu'il est apprécié. Mais en même temps, sur Cuba, il aurait peut-être dû éluder parce que, évidemment, ça lui traîne depuis 10 jours, ça lui traîne comme le sparadrap du capitaine Haddock. Objectivement, c'est compliqué pour lui d'aller gagner la Floride après de telles déclarations, donc il aurait pu éluder et dire qu'il y avait d'autres priorités sûrement que de parler de Cuba. Donc il s'est un peu laissé coincer sur ce truc, et ça a un peu renforcé l'idée dans l'électorat général que t'es trop à gauche, trop post-socialiste, que les républicains allaient utiliser ça pour gagner, que donc ça servirait finalement Trump. Donc je disais sur les sondages, c'est vrai que des questions se posent au-delà des sondages. Il y a, face à Trump, maintenant on va se projeter, on va sauter en novembre, puis après on va revenir à la semaine prochaine. Face à Trump, Sanders a une force et des faiblesses, évidemment. Sa force, c'est qu'il est capable de mobiliser une fraction de l'électorat qui ne se déplacerait pas forcément sans lui, c'est-à-dire l'électorat le plus jeune, l'électorat latino. La Californie et même le Texas ont sanctionné le fait que maintenant Bernie Sanders était le candidat le plus représentatif de la jeunesse, ça on le savait, et des latinos. En Californie, chez les latinos de moins de 30 ans, Bernie Sanders fait 84%. C'est massif, absolument massif. Et c'est vrai un peu partout, c'est un peu moins au Texas, mais ça reste vrai, alors qu'en 2016, c'est plutôt Hillary Clinton qui dominait le vote latino. On va retourner un peu, hop, pour changer d'angle, pas mal de changer d'angle, et on va se retrouver avec Jack London derrière nous. Voilà, donc il est capable de mobiliser cet électorat. En même temps, il a un vrai problème avec les démocrates modérés, c'est une évidence. C'est-à-dire dans quelle mesure les démocrates modérés vont pas forcément aller voter Trump, mais peut-être vont s'abstenir ou vont hésiter. Et là, alors c'est toujours plus facile de l'extérieur, peut-être qu'il gagnerait à être un peu plus pédagogique et à être un peu moins dans un aspect répétitif des arguments. Quand on lui a posé la question il y a quelque temps sur cet électorat modéré des banlieues, il a répondu, c'est au Los Angeles Times, il a répondu qu'il avait autre chose à faire qu'à parler aux femmes républicaines. Sauf que peut-être il peut aussi parler aux femmes républicaines, d'abord qui ne sont pas que les femmes républicaines, mais aussi des femmes qui votent démocrates qui sont modérées, ou parfois qui votent démocrates républicaines, peut-être parce qu'elles sont favorables à certaines de ses propositions. Parce que si Bernie Sanders hier n'a pas gagné dans les urnes, c'est Biden qui a gagné. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Il a gagné en revanche la bataille des idées. Et dans tous les sondages sortis des urnes hier, on constate qu'une majorité de démocrates, alors ça apporte une contradiction après qu'on verra avec Joe Biden, une majorité de démocrates est désormais favorable au remplacement des assurances privées par un programme public. Le programme public, c'est le Medicare for All que propose Bernie Sanders, c'est-à-dire l'extension du système de protection sociale pour les plus de 65 ans qui a été créé dans les années 60 par Lyndon Johnson à l'ensemble de la population. C'est un système public à l'européenne, à la française, alors avec des modulations sûrement pour le pays, mais enfin en tout cas qui est assis sur les cotisations sociales et patronales. Donc une majorité d'électeurs démocrates sont favorables. D'ailleurs, une grande partie des électeurs républicains aussi sont favorables. Je crois que c'est 50% des électeurs républicains sont favorables. Le SMIC à $15, la gratuité des études universitaires dans le public. Tout ça, ce sont des idées qui sont devenues majoritaires dans le pays. Et Bernie Sanders peut aussi s'adresser. Il y a des modérés qui peuvent être favorables à ça, enfin des modérés, ceux qui se classent comme modérés, ils peuvent se classer modérés en disant oui je veux un système de santé. Donc plutôt que de s'adresser aux modérés supposés, me s'adresser à celui qui est favorable au système de santé peut-être. Alors je dis ça, moi je ne suis pas stratège de Bernie Sanders, je vois ça de l'extérieur, c'est toujours beaucoup plus simple depuis les tribunes que quand on est sur le terrain, hein, on voit mieux les choses, et peut-être qu'on les voit mal aussi au demeurant. Bon, voilà. En tout cas c'est une réflexion. Et ce qui nous amène à Joe Biden, donc là on va tourner d'angle aussi parce que pour changer. Joe Biden, donc lui, sa force, c'est que... Enfin, sa force. Oui, c'est que dans les sondages, il est donné vainqueur face à Trump. Nationalement, comme dans les États bascules, les swing states. Dans les sondages, il se comporte mieux, et même dans le vote réel d'ailleurs, hein, pendant les primaires, avec les électeurs blancs sans diplôme, qui sont souvent des électeurs âgés, hein, beaucoup plus âgés, que Hillary Clinton, donc il a plus d'écoute de ce côté-là, ce qui peut lui donner crédit à l'idée qu'il va regagner ses électeurs ou en tout cas les mobiliser pour battre Trump. Je rappelle que Trump a été élu président parce que dans 3 États qui comptent 25 millions d'habitants et qui ont compté 14 millions d'électeurs, il a gagné avec 80 000 voix d'avance. 80 000. Donc c'est ça ce qui se joue, hein, c'est 80 000 voix. Donc Biden a cet atout-là. Moi, je vois 3 types de problèmes. Le premier, j'essaye de voir s'il n'y en a pas plus ou s'il n'y en a pas moins. Non, le premier type de problème de Biden, c'est comment va-t-il faire en sorte de convaincre les électeurs de Bernie Sanders de voter pour lui. Alors qu'il a fait toute la campagne en disant que c'était un programme qui était totalement irréaliste, qu'on n'y arriverait jamais, et que l'Amérique rejetait ce genre de choses. Il y a un argument d'ailleurs. Alors Barack Obama n'est pas sorti dans la campagne, il a soutenu personne. Alors il a agi en coulisses d'après ce que dit la presse, mais il a soutenu personne. Mais dès novembre, il avait eu il a fait une réflexion lors d'une soirée qui avait fuité en disant que les Américains n'avaient pas l'esprit révolutionnaire. Alors moi j'ai trouvé ça marrant personnellement, venant du président, 44e président d'un pays justement qui est né d'une révolution, d'une guerre d'indépendance. Peut-être qu'il voulait dire qu'ils n'ont plus l'esprit révolutionnaire, en tout cas ils l'ont eu. Moi il ne serait pas là, les États-Unis. Donc le premier point, c'est comment convaincre les électeurs de Sanders. On a bien vu qu'en 2016, une partie des électeurs de Sanders aux primaires soit étaient allés voter pour Trump, hein, les études de sciences politiques évaluent ça entre 8 et 12%, soit avaient voté pour des candidats de troisième parti, notamment l'écologiste Jill Stein. Alors c'est vrai que sur Sanders on parle souvent des démocrates modérés et de la possibilité que Bernie Sanders perde ses démocrates modérés, mais on ne parle jamais de la possibilité que Bernie Sanders récupère les électeurs qui avaient voté écologiste la dernière fois. Or, dans les 3 États basculent, le nombre de voix de la candidate écologiste a dépassé l'écart avec lequel Trump avait gagné. Donc on peut estimer on peut. Donc le premier problème de Biden, c'est celui-là. Ce qui amène au second, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une majorité d'électeurs démocrates qui sont favorables aux propositions de Bernie Sanders. Mais en fait, ils doutent que Bernie Sanders soit accepté par l'Amérique. C'est ça en fait le truc. Et c'est une sorte de grande peur qui anime tout le monde. Surtout pas un deuxième mandat de Trump. Je le mentionnais
dans le Facebook Live de lundi, j'ai rencontré un historien américain ici à Auckland qui s'appelle Tyler Stovall, qui travaille sur les banlieues françaises, qui est d'ailleurs en France actuellement pour un symposium, je crois, et qui me disait c'est la grande peur qui domine les électeurs africains-américains, surtout pas un deuxième mandat de Trump. Et donc, on va voter pour celui qui nous apparaît comme le plus. Et qu'est-ce qui nous apparaît comme le plus? C'est aussi celui que nos grands élus, nos pasteurs, qui sont souvent les deux d'ailleurs, de temps en temps même souvent les deux, nous disent que c'est le mieux placé. Voilà. Donc en fait, ce qui a vraiment fait ce qui a vraiment constitué le tournant de la campagne, c'est l'appel à voter Biden par James Clyburn, qui est un élu, un député démocrate de Caroline du Sud, et on attendait sa position, on se doutait un peu quand même. Hein. Et il est très puissant. Évidemment, c'est pas seulement un élu. Après, il y a les réseaux. Encore une fois, c'est prescriptif. Et puis, ça met en branle une machine. Et donc, quand il a appelé à voter pour Biden, ça a donné le raz-de-marée pour Biden, comme on l'a vu en Caroline du Sud, ce qui a créé son momentum, sa dynamique ensuite. Donc, ça a vraiment été ça le moment clé qui a propulsé Biden, qui jusque samedi dernier, c'est sa troisième fois qu'il concourait à une primaire démocrate. Biden n'avait jamais gagné une seule primaire. Il a gagné la première en Caroline du Sud et après le reste s'est enchaîné. Donc Biden va devoir mener une campagne sur une plateforme, enfin sur quelle plateforme on ne sait pas d'ailleurs, parce que pour l'instant son seul programme c'est de ramener la décence à Washington. À mon avis c'est un peu maigre pour gagner, on verra, possible. Mais enfin, par certains aspects, ce qui est en train de se dérouler me rajeunit un peu. J'ai l'impression de me retrouver il y a 4 ans avec ce débat. Non mais Sanders, l'Amérique n'est pas prête pour Sanders. Ses idées, ok, pourquoi pas. D'ailleurs, après la fin de la primaire, la plateforme officielle du Parti démocrate a quasiment repris tout le programme de Sanders. Donc c'est sûrement ce qu'ils feront aussi. La question c'est de savoir si ce sera le programme de Sanders avec Sanders ou le programme de Sanders juste par écrit, puis Biden fera campagne sur autre chose. Mais s'il fait campagne sur autre chose, il fait campagne sur quoi ? C'est ça le problème. On sait sur quoi Trump va faire campagne. Il va faire campagne sur les bons chiffres de l'économie, mais surtout il va faire campagne sur le mur. Voilà, le mot d'ordre de ralliement, ça va être, là, on entend derrière, vous voyez passer le train, qui est l'Amtrak, qui est moins rapide que notre TGV. Hein. Mais bon, ça fait partie des images un peu comme ça iconiques de l'Amérique, avec les taxis et la fumée des bouches d'égout à New York, l'Amtrak, le train, les grands espaces. Donc, la majorité je reprends, des démocrates sont favorables au programme de Sanders. Comment Joe Biden va mener campagne en étant opposé à ce programme? Il y a une sorte de décalage ou de contradiction entre les deux qu'il va devoir gérer, et on verra. Mais peut-être qu'il va falloir qu'il fasse aussi, si c'est lui le nominé. Pour l'instant, c'est plutôt l'hypothèse la plus probable. Il va falloir qu'il fasse autre chose que de dire qu'il va ramener la décence à Washington, ou de dire, comme il avait dit il y a quelques mois, que s'il avait été au lycée avec Trump, il l'aurait amené derrière la salle de sport pour lui régler son compte. À mon avis, c'est un peu maigre. Puis le troisième problème, me semble-t-il, d'une certaine façon, Biden a échappé et passé un peu entre les gouttes. Parce que depuis 6 mois, plein de candidats connaissent des dynamiques. Donc ça a été Elizabeth Warren après la rentrée scolaire, enfin la nôtre, en septembre. Et donc tout le monde a regardé un peu Elizabeth Warren. Et on a scruté, et il y a eu des articles sur elle a été un peu attaquée par ses adversaires. Elizabeth Warren est retombée. Après c'était Pete Buttigieg, et puis après c'était Bloomberg est rentré, et puis après c'était Sanders. Et finalement, Joe Biden arrive un peu comme, à la fois comme le grand favori annoncé depuis le début, et à la fois comme celui qui simplement justifie son rôle de favori depuis quelques jours. Donc il n'a pas été encore totalement scruté. Et donc, un peu par Kamala Harris sur la question de la déségrégation scolaire par ce qu'on appelle le busing. Mais ça va revenir. Et Joe Biden, alors la dernière de Joe Biden, c'est qu'il a dit à 3 reprises dans les débats du Parti démocrate qu'il avait été arrêté en Afrique du Sud en tentant d'aller voir Mandela. Et alors, la presse américaine a traité ça avec une mansuétude qui me stupéfait. Je disais tout à l'heure que je croyais souvent la presse, mais enfin, je la regarde aussi avec un œil critique. Et d'autres en France aussi, j'ai vu sur Twitter. Et c'est passé un peu comme ça. Alors, les commentaires sur Cuba de Bernie Sanders ne sont pas passés inaperçus. Mais alors ça, c'est passé inaperçu. Et puis un jour, Biden a dit non, en fait, qu'il avait menti.
Bon, d'accord. Et tout va ressortir du passé de Biden. Pas seulement ça, mais c'est-à-dire que Biden est élu très jeune au Sénat en 1972 et il a épousé à peu près, j'allais dire toutes les dérives du Parti démocrate. En tout cas, toutes les politiques majoritaires du Parti démocrate au moment où il était au pouvoir. C'est-à-dire que Biden a fait en sorte de saper les politiques de déségrégation dans les années 70. Donc c'était une opération qui s'appelle le busing, c'est-à-dire qu'on faisait le gouvernement et les États mettaient à disposition des familles des bus qui traversaient les quartiers blancs et noirs, transportant les élèves vers le même établissement. Levée de bouclier de familles blanches, pas des familles blanches, de familles blanches, en disant oui mais ça va dévaloriser notre école, enfin, vous voyez tout le truc, hein, c'est pas la peine que je vous fasse. Et Biden a pris fait écose contre cette politique-là. Et Kamala Harris lui a rappelé lors d'un débat en disant l'une des petites filles que vous avez empêché d'aller dans des bonnes écoles où il y avait, qui étaient mixtes, c'était moi, parce que moi j'en faisais partie. Biden ensuite a voté les baisses d'impôts de Ronald Reagan en 86, il était sénateur, il a voté. Hein. Gabriel Zucman le rappelle dans une interview qui a été publiée dans l'Humanité des débats vendredi dernier. Biden ensuite s'est prononcé contre le mariage gay en 96. Il a même voté la loi de Clinton, ça s'appelle la loi DOMA, qui dit qu'un mariage c'est entre un homme et une femme. Il a au même moment voté aussi la loi sur les super criminels, entre guillemets, c'est-à-dire qui crée des peines planchées et des peines automatiques à partir du moment où vous êtes pris 3 fois dans un délit, c'est-à-dire 3 fois dans un délit, c'est la perpétuité, quel que soit le délit. Donc ça a conduit à des incarcérations de masse, notamment des Africains-Américains et des Latinos. Biden a voté la guerre en Irak. Bon, voilà. Et donc, quand tout son record, comme on dit ici, son passé, son casier politique va ressortir, ça risque de faire mal. Et on peut compter, croyez-moi, on peut compter sur Trump pour l'utiliser et l'utiliser plus que nécessaire, c'est-à-dire qu'il va y aller franco, non pas pour persuader par exemple les Africains-Américains de voter ou les Latinos de voter pour lui, mais simplement pour les décourager de voter pour Biden. C'est exactement ce qui s'est passé en 2016. À force d'attaquer Hillary Clinton sur un certain nombre de choses, il a gagné une partie des électeurs démocrates qui ont voté pour lui, mais aussi il en a découragé beaucoup. Voilà. Donc voilà les problèmes que je vois sur la candidature Biden. Alors ça c'est dans 6 mois, 9 mois, on verra. Si c'est Biden, si c'est Sanders, je vous en ai parlé un peu. La suite, concrètement, ici, de la primaire. Et on va s'arrêter là-dessus. Et on va repasser sur Jack London pour terminer avec lui. La suite de la primaire, bah, écoutez, voilà, Michael Bloomberg a décidé de se retirer. Donc le camp centriste est réunifié. Maintenant la question c'est que va faire Elizabeth Warren. Si Elizabeth Warren décide de rester dans la course, c'est la victoire assurée de Joe Biden. Voilà, parce que ça va diviser le vote des progressistes. Et la seule possibilité maintenant pour que Sanders puisse gagner la nomination du Parti démocrate, c'est qu'il y ait un duel Biden-Sanders, clair. Les derniers sondages donnent sur ce sujet Sanders devant 52-48 ou 51-49. On est dans la marge d'erreur, c'est serré, c'est du 50-50 de toute façon. Mais si Elizabeth Warren reste dans la course, ça ne pourra pas fonctionner. Elle n'a rien laissé transparaître pour l'instant. Elle dit qu'elle va aller faire des événements de campagne dans les jours qui viennent. Parce qu'il y a de nouveau des votes mardi prochain dans 5 États, dont le Michigan, qui est très important le Michigan, parce que c'est un État avec beaucoup de délégués, 115 je crois, ou peut-être un peu plus, et qui est un État que Sanders avait remporté lors de la primaire en 2016 et que Trump avait remporté lors de l'élection générale de 10 000 voix en novembre 2016. Donc c'est une élection importante. Il y a l'État de Washington aussi, où Sanders est donné favori. En tout cas, Elizabeth Warren n'a rien laissé transparaître. Il y a un mémo de son directeur de campagne qui dit que la stratégie est toujours la même, c'est-à-dire de continuer, d'amasser des délégués. Pour l'instant c'est mal parti parce que là les délégués, elle en a amassé une quarantaine la nuit passée lors de la Super Tuesday. Et d'arriver à la convention en situation un peu
de recours médian entre l'aile Sanders et l'aile Biden, d'être celle qui va pouvoir rassembler derrière elle les deux candidats et les deux courants. En arrivant à la convention de Milwaukee en juillet avec 100 ou 120 délégués, et encore si c'est le cas, parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a une partie des électeurs de Warren, c'est un peu ce qui a commencé à se faire hier, on le voit dans un certain nombre d'États, c'est qu'ils vont voter pour Sanders, donc Sanders monte un peu, mais pas autant que si Warren se retirait, et elle en revanche est en dessous du seuil des 15%, et hier elle a dépassé le seuil des 15% dans 3 ou 4 États, c'est-à-dire qu'elle aura des délégués que dans 3 ou 4 des 15 États qui ont voté hier. Et donc en fait ces 7, 8 ou 10% qu'elle va faire ne servent à rien, sont gelés, sont stérilisés, ils ne produiront pas de délégués. Parce que, je rappelle que c'est maintenant en nombre de délégués qu'on compte, hein, c'est pas en nombre de votes, et à la fin, comme pour l'élection générale, l'un peut arriver avec plus de voix mais moins de délégués selon les États. Bon, voilà. Donc si Elizabeth Warren reste en piste, Bernie Sanders ne sera pas le nominé, je ne vois pas comment c'est possible. Et si elle se retire, ce sera du 50-50. Voilà, et un 50-50 que j'espère pouvoir continuer à chroniquer. Enfin, c'est pas que j'espère, je vais continuer à chroniquer ça dans l'Humanité, donc tous les jours, dans l'Humanité Dimanche, qui sort tous les jeudis. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à l'Humanité numérique pour 1 € par mois, il y a une offre spéciale en ce moment. Et dans l'Humanité quotidienne de demain, vous pourrez lire mon article sur un peu ce que je vous ai dit, vous n'avez rien trouvé de bien neuf par rapport à ce que je vous ai dit. Ça constitue un peu la répétition générale, et un article dans l'Humanité Dimanche sur la Californie et sur comment cet État qui était le laboratoire du reaganisme et de la droite extrême anti-immigrée dans les années 90 est devenu le laboratoire du progressisme, et ce qui explique aussi maintenant que Sanders ait remporté cet État avec le vote latino. Et donc je vais continuer à écrire dans ces 2 titres, évidemment. Et puis, écoutez, pour la suite, j'espère que je pourrai continuer, petit message envoyé à mes rédacteurs en chef, à venir en reportage ici pour vous éclairer, vous donner des éléments de terrain. Et voilà, c'était donc en direct d'Auckland, sous le regard éternel de Jack London, notre écrivain socialiste américain, qui rappelle aussi qu'il y a une longue histoire socialiste aux États-Unis, de la gauche et socialiste, que c'est pas né d'aujourd'hui et de Bernie Sanders, mais ça je vous renvoie au dernier Facebook Live. Je ne vais pas vous refaire 10 minutes sur la gauche socialiste et compagnie. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous, et à très bientôt, au revoir.